On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du service de mentorat pour les entrepreneurs dans le Haut-Richelieu avec un virage jeunesse. Mais tout d'abord, parlons de tourisme, parlons du Haut-Richelieu, des 4 pôles en question et surtout des nouveautés avec Isabelle Charlebois. Parlons de la saison touristique. À quoi ça va ressembler cet été? Puis on dirait que de jour en jour, on s'ajuste. Il y a le déconfinement. Il faut s'adapter, hein? C'est le grand mot à la mode. Mais ultimement, bon, l'été passé, on a fini quand même par avoir une saison touristique différente. Cette année aussi, elle sera un peu différente. Bref, comment on va s'orienter? On en discute avec Isabelle Charlebois, directrice générale de Tourisme au Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric. J'imagine que c'est pas simple quand on est habitué d'organiser, surtout dans l'événementiel, les activités. Puis là, il faut s'ajuster puis prévoir, mais prévoir quand on ne sait pas, c'est difficile. Comment on s'est préparé à cet été-là? Bien, pour les entreprises, c'est vrai que c'est un ajustement depuis un an. Là. Les restos, les bars, entre autres, se sont vraiment revirés rapidement dans les derniers mois. Donc, je pense que pour les autres entreprises, on est majoritairement prêts pour l'été. De notre côté, beaucoup de nouveautés cette année. Oui. On était en préparation de plusieurs nouveautés déjà là, depuis quelques mois. Donc, on va avoir des nouvelles, des nouveautés, nouvelles images, nouveaux plans stratégiques. On a décidé d'attaquer, nous, la relance avec beaucoup de nouveautés pour se différencier un peu là, des autres régions, parce que c'est ce qu'il faut faire au Québec hein, pour attirer parce que là, un peu. En même temps, cet été, encore une fois, on va avoir une clientèle extrêmement locale, très peu d'international, on s'entend, très peu d'Américains ou d'international. Parce que là, les gens vont encore voyager à l'intérieur du Québec, du Canada, donc, et peut-être régionalement aussi. Donc, pour ce positionnement-là, avec la relance, donc, quelles sont justement les nouveautés auxquelles on fait référence? Le positionnement qu'on a pris par rapport à ça, c'est d'aller vraiment dans un tourisme responsable, d'intention, de plein air, où est-ce qu'on profite du moment présent. On a senti dans les derniers mois que c'est ce que les visiteurs recherchaient. Effectivement, c'est des visiteurs québécois qu'on vise surtout, là, la grande région de Montréal, des cantons de l'Est, des Laurentides. Donc, c'est des gens qui sont à la recherche de plein air, de profiter de la vie, de prendre le temps de vivre le moment présent. Donc, nos micro-aventures sont toujours très populaires. On va vraiment miser sur la mise en valeur de la région par des offres de petites vacances bien organisées, comme les circuits, les micro-aventures et des nouveautés là, qu'on peut discuter aujourd'hui aussi là, au niveau parlons-en technologique. Justement des nouveautés, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a au menu pour offrir vraiment nouveau là, pour le public? Bien, on a plusieurs nouveaux attraits. À l'occasion de notre lancement, on a eu un lancement par pôle touristique. Donc, on a permis à chacun de nos pôles touristiques d'annoncer ces nouveautés. On a eu l'annonce d'Allô Richelieu qui sont sur la rivière Richelieu avec toutes les activités nautiques. Les nouveautés de Venise en Québec aussi. Donc, on a des nouvelles activités aussi au niveau de la plaisance et de l'hébergement à Venise en Québec. Saint-Jean-sur-Richelieu, naturellement, on a des belles programmations avec les Montgolfières et le Vieux-Saint-Jean. Puis Mont-Saint-Grégoire, on a une belle campagne de promotion là, du tourisme gourmand. Donc ça, c'est plus pour au niveau de l'offre. C'est important de le diviser en pôles parce que c'est pas du tout les mêmes clientèles visées ou les mêmes trucs. En fait, on a statué un peu dans notre planification stratégique qu'on a faite dans les derniers mois. Là, on a eu des tables de consultation avec une centaine de personnes, d'intervenants du milieu. Puis, on a constaté qu'on avait 4 destinations dans le Haut-Richelieu, puis c'était bien de les développer, en fait, de façon un peu indépendante. Là. Pas nécessairement d'en faire la promotion de façon indépendante, mais au niveau du développement, ça renforce un peu les relations de travailler avec les entreprises plus concentrées par pôle, là, dans une idée de développer aussi l'identité forte de chaque pôle. Là. Bon, parlant de ces fameuses nouveautés, il y en a une, d'ailleurs, on en a parlé ici à l'émission à quelques occasions, c'est Allô Richelieu. Donc, les bateaux-taxis électriques, mais les activités qui sont rattachées à ça, ça, c'est vraiment nouveau, là. Effectivement, ça commence la semaine prochaine. Donc, plusieurs activités nautiques sur la rivière Richelieu. En fait, l'idée, c'est vraiment de vivre la rivière Richelieu en 30 km d'expérience là, par différents moyens. Ça fait tellement d'années qu'on dit que le Richelieu a un potentiel incroyable, mais la grande question, c'est, OK, mais comment on développe ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cet attrait-là? Bien, nous, ça faisait longtemps qu'on avait cette vision de développement-là. Puis les entreprises, les municipalités ont vraiment embarqué. Donc, on est vraiment heureux de voir que ça aboutit. Puis honnêtement, c'est le meilleur moment pour lancer ce projet-là parce que les gens recherchent la nature, recherchent l'accès à l'eau. Donc, je ne suis pas inquiète que la clientèle va être au rendez-vous. Parce que là, dans le fond, c'est une plateforme en ligne.
Mais quoi qu'il y a aussi les pôles d'embarquement, il y en a 4 où on peut quand même y aller, mais on peut réserver en ligne pour après ça se transporter entre Saint-Jean, Saint-Blaise, Sabrevois, Saint-Paul. Mais là, au travers ça, au-delà du bateau-taxi électrique qui nous déplace, c'est les activités qui y sont rattachées. Puis c'est là que ça devient intéressant. Bien, c'est ça. Il y a le nouveau surf électrique, il y a le paddleboard, il y a des activités de pique-nique sur l'île aux Noix. Donc, il y a plusieurs nouvelles petites activités qui permettent de vivre une journée complète, même dormir sur l'eau puis continuer l'aventure le lendemain. Donc, ça devient comme une destination vraiment axée sur l'aventure nautique là, et de plein air. Restons dans l'eau du côté de Venise, parce que Venise s'est beaucoup développé au fil du temps. Puis, évidemment, il y a l'aspect de l'hôtel, le spa, le golf. Là, d'ailleurs, le spa, est-ce qu'ils peuvent opérer ou pas, eux autres? Oui, là? oui. On peut opérer le spa maintenant? Là? OK. Ça, c'est quand même intéressant. Là. Le cache du lac Champlain avec le Noah Spa à Venise en Québec, ça, c'est ouvert, en fait, depuis... C'est ouvert et très populaire déjà cet été, le golf inclusivement. Il y a un nouveau site d'hébergement aussi à Venise en Québec, c'est le Château Venise, qui est plutôt pour des groupes. Donc ça, on en a eu l'annonce, même si ça a été ouvert juste un petit peu avant la pandémie, là, on a été invités à aller découvrir ce nouveau site. Puis il y a aussi une nouvelle activité nautique. Hein. On sait que la croisière du lac Champlain ne sera pas sur le lac Champlain cette année, mais il y a un nouveau promoteur qui s'appelle John Sureau qui va offrir une activité de pêche organisée là, sur un ponton. Là. Donc, c'est une nouvelle activité à Venise pour découvrir le lac Champlain aussi. Bon, parce que côté croisière, encore une fois, avec la contrainte, on peut pas mettre, je sais pas, on peut pas mettre là, 100 personnes sur un bateau. Là. En fait, il y a beaucoup de contraintes au niveau des types d'embarcations. Tout ça, c'est un peu complexe. Là. Donc cette année, on passe un tour là-dessus. Là. Pour les croisières du lac Champlain, oui. Les croisières d'Iberville, par contre, vont être au rendez-vous. Donc, OK, mais ils vont le faire selon les contraintes en vigueur. Exactement. OK. Ça, c'est il y a moins de contraintes qu'il y en avait. Là. Je vous dirais que cette année, il y a beaucoup moins de contraintes. Donc, c'est possible d'opérer avec les masques, comme dans un transport en autobus ou autre. Là, c'est sûr qu'il faut garder les masques majoritairement. Là. Bon. Du côté de Saint-Grégoire, évidemment, on connaît Saint-Grégoire pour les pommes et pour les érablières. Mais au-delà de ça, ça reste, puis Arbrasca aussi, mais ça reste quand même une destination 12 mois par année. Oui. Bon, Saint-Grégoire nous ont fait l'annonce d'un super site que Arbrasca va développer avec un investissement majeur là, de plus d'1 million de dollars là, dans les prochains mois. Donc, un nouveau site unique qui n'existe nulle part dans le monde avec un nouveau système là, un peu dans le même principe que ce qu'ils font déjà. Là. Donc ça, on a bien hâte de voir l'aboutissement. Là. Donc l'annonce a été faite au lancement également. Puis c'est sûr que le Mont-Saint-Grégoire, pour nous, c'est le pôle agro-touristique. Là. On ne se le cache pas avec la concentration d'entreprises agrotouristiques. Puis on a une nouvelle, en fait, mission là, dans les prochains mois qui s'appelle Richelieu en saveur, qui va consister à découvrir l'agrotourisme, mais dans les restaurants. Donc c'est une nouvelle initiative là, qui est un partenariat entre les organismes du milieu. Là. Et côté Saint-Jean-sur-Richelieu, bon, on sait cette année, on n'aura pas un festival de 9 jours comme on était habitué, quoique l'année passée, il a été annulé. Là, cette année, on s'oriente davantage. Bon, il y a le championnat canadien au mois d'août, mais il y a comme des week-ends thématiques d'activités. Fait qu'on est un peu là-dedans, parce que on veut quand même pas perdre la saveur ou la couleur Montgolfière cet été. Oui, le Montgolfière a une très belle programmation malgré tout. On se fait beaucoup contacter là, au bureau d'information touristique à savoir s'il va y avoir un festival. Non, il n'y aura pas de festival cette année. Par contre, il va y avoir plusieurs activités ponctuelles durant tout l'été. Et le Vieux-Saint-Jean, là, avec les aires d'ambiance un peu partout, l'Oasis. Il y a une nouvelle Oasis aussi tout près de notre nouveau bureau d'information touristique. Là. Donc, oui, la ville est très, très bien animée cet été malgré tout. Hein. Bon, d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse parce que nous, en début de semaine prochaine, c'est notre dernière semaine de production et on va recevoir Catherine Hamel de la Société de développement pour nous parler de la programmation dans le Vieux-Saint-Jean et aussi l'équipe d'Éric Boivin au Festival de Montgolfière pour nous expliquer un peu à quoi va ressembler notre thématique Montgolfière au cours de l'été. Fait qu'on aura un peu plus de détails la semaine prochaine. Bon, vous avez parlé des nouveaux locaux. Donc, ça veut dire que le bureau touristique aussi change de place, forcément? Oui, parce que là, juste pour que les gens comprennent, vous étiez logé depuis très, très, très longtemps à l'ancienne gare du CN, au 31 de la rue Frontenac. Bâtiment qui appartient à la ville, c'est un vieux bâtiment. Puis là, il y a un problème avec la bâtisse. Bref, la ville vous a demandé En fait, la ville vous a relocalisé. Et là, vous allez être tout juste ici, sur le bord de l'eau, sur la place du Quai. Tout à fait. On va être vos voisins. Donc, on a un super local au bord de l'eau. On va être prêt à ouvrir dès la Saint-Jean-Baptiste.
Le bureau d'information touristique va être ouvert 7 jours semaine. Et puis, on va être là pour tout l'été. Donc, on vous invite à venir nous rencontrer. Là. On va être encore plus accessible autant pour les plaisanciers que les cyclistes. Donc, à tous les citoyens, là, venez découvrir votre région avec nous. On va être là pour vous informer des nouveautés. Pour situer un peu les gens, en fait, ou pour les plus vieux d'entre nous, la bâtisse dont on fait référence sur la rue du Quai, c'est celle qui, autrefois, c'était un commerce de pièces automobiles. Mais là, c'est pour les plus vieux. Il y a eu toutes sortes d'autres affaires après, là. Entre autres, Construction Richelieu, qui était là depuis quelques temps, donc pour situer un peu les gens. Puis vous êtes aussi avec la Société de développement Vieux-Saint-Jean dans la même bâtisse sur la rue du Quai. Donc, des nouveaux bureaux touristiques sur le bord de l'eau, sur la rue du Quai. Au 130 rue du Quai, oui. 130 rue du Quai, voilà. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Bien, c'est sûr qu'au niveau, il y a beaucoup de gens qui attendent la carte touristique, donc on est en réimpression, on l'aura sous peu. Tous nos outils promotionnels sont relancés avec une nouvelle image. Là, cette année, on a un nouveau logo, une nouvelle image, un nouveau slogan, donc on vous invite à venir vivre des hauts moments d'évasion et vraiment à profiter du moment présent. Donc, tout ça va transparaître là, dans une campagne de promotion. Puis, on a une nouvelle application aussi là, qui est Anecdote, qui va vous raconter toutes les anecdotes du Haut-Richelieu, donc à découvrir sous peu. Donc, profitez de votre ville, profitez de votre région, profitez de votre été, faites-le ici. Vous avez 1001 activités. Bref, allez faire un tour sur le site de Tourisme Haut-Richelieu pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Bon été. Merci. Bon été aussi. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du service de mentorat pour entrepreneurs dans la région du Haut-Richelieu. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. 26 ans de souvenirs de la Ligue junior 3A avec notre invité Marc-André Houle. Moi, je m'en vais jouer au golf. C'est le tournoi du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon golf. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Le service de mentorat pour entrepreneurs dans le Haut-Richelieu prend un virage jeunesse, virage dans lequel je suis moi-même inclus parce que j'ai accepté d'agir comme chef mentor au cours du prochain mandat. Ça me met tout le temps dans une position un peu délicate. Je le dis souvent, je suis plus vraiment journaliste, mais plus un animateur d'affaires publiques. Je suis impliqué dans la communauté. Évidemment, dans les dernières années, je recevais soit Fernand Crozotière ou Rosaire Quévillon, qui étaient les chefs mentors. Mais j'avisais quand même mon conflit d'intérêts parce que je suis impliqué dans ce service-là. Mais en même temps, je ne voulais pas que le service soit pénalisé de par le fait que je suis impliqué. Et donc, j'ai invité mes deux nouveaux co-chefs mentors à participer à cette entrevue. On les rejoint à distance. D'abord, on salue Lise Pratt. Bonjour. Bonjour. De même que Sébastien Pitre, qui est non loin de la frontière américaine, mais dont le signal Internet semble fonctionner. J'ai eu mon vaccin, le signal 5G semble fonctionner, Eric. mais je pense que tu es dû pour ta deuxième dose. Ça se peut. Bon, ben à vous deux, évidemment, je vous souhaite officiellement la bienvenue. Le mentorat, évidemment, c'est quelque chose qui est important dans une communauté. Le mentorat ici existe dans la région depuis une vingtaine d'années, démarré à l'époque par Édouard Bonaldo, Jean Grimard, Nathalie Laliberté, toujours au sein du Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Actuellement, le service compte à peu près entre 16 et 18 mentors, environ 25-26 mentorés, donc des entrepreneurs qui sont jumelés. Et là, évidemment, l'idée, c'est de prendre un peu un virage jeunesse. Puis parlant de jeunesse, je vais commencer par Sébastien. J'aimerais ça d'abord que tu te présentes. Quel est ton lien avec la région? Qu'est-ce que tu as fait dans le monde des affaires et pourquoi tu t'intéresses au mentorat? Ben, premièrement, moi, j'ai été mentoré dans les années 2000. Je démarrais une entreprise qui s'appelle Solutions Graffiti, une entreprise spécialisée en enlèvement de graffiti. C'est un service aux villes.
Puis à l'époque, évidemment, j'étais un petit peu toute seule, seule à gérer tout ça. Puis j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de support, de soutien. Puis j'étais intéressé au réseau M à l'époque. Puis j'avais été mentoré. Donc ça m'avait beaucoup aidé. J'avais apprécié l'expérience. Puis quand j'ai vendu mon entreprise en 2016, Solutions Graffiti, j'ai voulu m'impliquer moi aussi pour aider des jeunes entrepreneurs, jeunes et moins jeunes évidemment, pour le soutien, puis les soutenir là-dedans, puis leur faire comprendre et les faire voir l'esprit entrepreneurial. Puis le réseau M rencontrait exactement les valeurs que j'apportais moi-même déjà. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis impliqué là, à devenir mentor. Bon, Lise, parle-nous un peu de ton parcours parce que tu es dans le mentorat, tu es dans le coaching, tu es une avocate à la retraite, tu as travaillé pour des grandes entreprises, puis tu as aussi participé à la naissance d'autres services au Québec. Parle-nous un peu de ton parcours, Lise. Bien, c'est sûr que moi, j'étais avocate spécialisée en corporatif. Et donc, je travaillais toujours avec des entrepreneurs, des entreprises où j'ai travaillé chez Bombardier, tout ça, mais au-delà de ça, moi, c'était vraiment l'esprit entrepreneurial qui m'intéressait. Et plus ça allait, plus je donnais de conférences à des jeunes entreprises ou des entrepreneurs en devenir. Et finalement, quelqu'un m'a dit, ben là, donne la formation. Donc, j'ai formé des gens à partir de leurs propres entreprises. J'ai fait du coaching pendant des années. J'ai fait du mentorat. J'ai participé au mentorat Réseau des femmes d'affaires il y a longtemps. Après ça, une cellule de mentorat sur la Rive-Sud de Montréal à laquelle j'ai participé. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est oui, être formé à devenir entrepreneur, mais c'est aussi avoir quelqu'un qui va t'accompagner. Le coach, pour moi, le coach, c'est comme un coach athlétique. Ouais. Il ne laisse pas son coaché sur le banc à pas travailler. En tout cas, il ne mangera pas des chips pendant une semaine. Alors que le mentorat, c'est autre chose. C'est quelqu'un d'expérience qui va écouter, qui va sans juger, peut-être dire, ben, as-tu pensé à telle chose? Qui va vraiment établir une relation personnelle pour faire avancer l'entrepreneur, la personne qui entreprend. Parce que souvent, on crée l'entreprise, la personne devient l'entreprise, mais c'est pas vrai. L'entreprise, c'est une entité à part. Ouais. Il faut que la personne ait une vie aussi, qu'elle apprenne comment ça fonctionne. Bon, tous les trois, on a accepté ce mandat-là en se disant il faut plus de jeunes, plus de femmes, peut-être s'ouvrir davantage également à la diversité. Il faut s'adapter. L'idée, évidemment, ça reste toujours comme l'équilibre. Puis je vais y aller d'ailleurs peut-être avec le plus jeune, Sébastien. En quoi c'est important d'avoir des jeunes entrepreneurs, mais des jeunes mentors? Tu sais, évidemment, je prends ton propre exemple. Tu n'es pas très, très vieux, mais tu as quand même beaucoup d'expérience en tant qu'entrepreneur et tu sais ce que c'est que de vivre la naissance d'une entreprise et tout le stress que ça peut occasionner. Exactement, mais moi, la raison que je trouve intéressante la question, c'est que je pense qu'il faut qu'il y ait un lien d'appartenance. Hein? Si on a des gens de différentes cultures avec nous dans l'équipe en tant que mentor, peut-être qu'il y a des gens de différentes cultures qui vont se sentir, comment dire, plus à l'aise de demander de l'aide. Même chose avec les groupes d'âge. Souvent, un jeune entrepreneur va peut-être se sentir un peu moins prêt générationnellement de mentor plus âgé. Tandis que si un gars de 25-30 ans qui démarre en affaires va peut-être se sentir plus proche d'un gars de 30-40 ans, exemple. Fait que moi, je crois beaucoup à ça. Je crois qu'il faut avoir des mentors de différentes nationalités, des hommes, des femmes. C'est très important. C'est ce qui va amener qu'on va avoir un plus grand bassin de mentorés qui vont se sentir avec un certain sentiment d'appartenance. En tout cas, moi, j'y crois, puis je pense que c'est la façon, c'est le chemin qu'il faut prendre. Bon, d'un côté, on dit plus de jeunes, mais de l'autre côté, on dit aussi plus de femmes. Lise, je veux t'entendre là-dessus parce que, bon, mathématiquement, on le sait, il y a moins de femmes en affaires qu'il y a d'hommes et donc, conséquemment, il y a moins de femmes également dans le service de mentorat dans la région du Haut-Richelieu. Vous êtes à peine 2-3 sur 18. Là. Pourquoi il y a peu de femmes en affaires et pourquoi il y a peu de femmes dans le mentorat en ce moment, Lise? Moi, je dirais parce que les femmes ont généralement des entreprises peut-être un peu plus petites, généralement, là, OK? Et c'est beaucoup relié au local ou en tout cas à l'intentionnel. Elles gardent les équipes plus petites
Et souvent, c'est dans le sens qu'elles ne se reconnaissent pas comme pouvant être mentors. Moi, j'ai vu ça, à un moment donné, je disais à certaines femmes, mais tu pourrais être mentor. Puis là, elles me regardent, ben non, j'ai pas assez d'expérience, je suis pas assez âgée, je suis pas... Et c'est ça, là. Il y a aussi cette notion-là de dire, ben oui, mais tu as une expérience de tant d'années, ou des fois, c'est dans des domaines vraiment particuliers, mais elles ne se reconnaissent pas. Il faut vraiment les amener à se reconnaître, puis les accueillir. Tout à fait. Mais on dit en même temps, quand on regarde les recommandations du réseau national, le réseau Mentorat, on nous dit, bon, dans le meilleur des mondes aussi, ça nous prend à peu près, disons, idéalement, 80 de mentors qui sont encore actifs professionnellement versus peut-être un 20 qui sont des nouvellement retraités. Puis même chose aussi, si on regarde proportionnellement, il faudrait au moins avoir peut-être le tiers de femmes, tout court, retraitées ou non, qui sont dans le mentorat. Donc, c'est une cible à atteindre, Lise. Oui, tout à fait. Puis, t'en as moins aussi qui sont retraités, là. Tout à fait. Puis si on suit, toujours aussi les recommandations du réseau de mentorat, ce qu'on se laissait dire, parce qu'il y a deux volets. Il y a des gens comme moi je suis davantage un gestionnaire, donc je gère l'argent des autres. C'est-à-dire que dans mon travail pour Bell Media, évidemment, je gère une entreprise, évidemment, qui ne m'appartient pas. Ce n'est pas mon argent. Donc, je suis dans la classe des intrapreneurs, ce qui compte à peu près, semble-t-il, pour 20 des mentors. Mais de l'autre côté, ça prend aussi de vrais entrepreneurs, un peu comme Sébastien. Puis je veux t'entendre là-dessus. Tu sais, quand tu mets ta maison en garantie puis que tu ne sais pas si tu vas être capable de payer tes employés dans 2 semaines, ça, tant que tu ne l'as pas vécu, c'est difficile à expliquer, Sébastien. Exactement. On en a déjà parlé dans le passé, moi et toi, Éric. Moi, je pense que c'est important que les mentors reflètent la réalité du monde entrepreneurial. Moi, j'ai rien contre les intrapreneurs. Je trouve que souvent, c'est des gestionnaires hors pair. Mais pour en revenir à ce que tu disais, les entrepreneurs prennent le risque, qui travaillent souvent sans salaire les premières années d'activité, ou en tout cas avec un très faible salaire, qui sont les premiers à couper leur paye pour s'assurer que l'argent reste dans le business ou aille à leur employé. C'est une réalité qui n'est pas évidente. Puis des fois, on a besoin d'en parler. Des fois, ça peut être paniquant. Des fois, ça peut être épeurant. Puis on se dit, tant qu'à ça, je vais aller me trouver un job. Ouais. Donc, je pense que c'est important pour les mentorés d'avoir un mentor qui connaît cette réalité-là, qui est déjà passé par là, puis qui va pouvoir les écouter, puis les accompagner dans cette réalité entrepreneuriale qui est l'argent, c'est mon argent. L'argent, c'est ma maison qui est en garantie, c'est excusez-moi, j'ai le terme anglais, là, mes bounds personnels. Puis ça, c'est un stress éminent avec lesquels les entrepreneurs ont à gérer chaque jour, cette réalité. Bon. Dernier point que je veux qu'on aborde, je le disais en introduction, ici, dans la région du Haut-Richelieu, le mentorat est accompagné, chapeauté par le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie. Depuis quelques mois maintenant, on a le bonheur de travailler avec une coordonnatrice expert qui est Mélina Tigounis, qui vient un peu nous accompagner parce que nous, on travaille, on a des occupations, on est bénévole dans tout ça, mais ça prend quelqu'un qui travaille à la permanence pour s'occuper de faire les jumelages entre les mentors, les mentorés, les activités, les formations. Lise, je veux t'entendre là-dessus. En quoi c'est important d'avoir ce support-là pour les mentors et surtout pour les mentorés, d'avoir quelqu'un à qui se référer au centre d'aide? C'est extrêmement important. Moi, j'ai vu des cellules perdre leur coordonnateur, puis ça s'est presque effrité dans le temps. Là. Ça a été récupéré à un moment donné. Mais oui, ça prend quelqu'un qui assure une permanence et qui est dédié et dévoué à ça, qui peut amener des idées, qui peut amener des thèmes, qui relie avec le réseau mentorat qui est rendu. Moi, j'ai vu naître le réseau mentorat. Alors moi, je regarde ça aujourd'hui, je fais « wow ». Alors, il y a énormément de choses qu'on peut utiliser, mais ça nous prend le relais et tout à fait. Ça prend de la coordination, sinon on perd le fil. En conclusion, Sébastien, je veux t'entendre là-dessus aussi sur l'importance du travail de Mélina au sein du Centre d'aide aux entreprises pour le service de mentorat. Bien, c'est primordial parce que comme vient de le dire Lise, puis comme tu l'as dit un peu Éric aussi, nous, on a un mandat de mentor, mentoré. C'est bénévole ce qu'on fait. On a des occupations, on a des emplois du temps qui sont assez chargés. Puis d'avoir un soutien du Centre d'aide aux entreprises avec quelqu'un de solide qui met en place des stratégies, qui met en place un suivi, qui met en place
tout ce qui est l'organisation derrière cette cellule de mentorat-là, c'est primordial parce que sans ça, on n'y arriverait pas, on s'essoufflerait, puis peut-être qu'à la limite, on manquerait peut-être un peu d'intérêt. Tandis que là, ben, on se sent soutenu là-dedans, puis ça nous motive, ça nous donne le goût de continuer à aider les entrepreneurs. Donc, en conclusion, évidemment, pour les gens qui nous regardent, simplement vous dire qu'on est à la recherche de mentors, donc des plus jeunes, des femmes, on s'ouvre à la diversité, on veut des entrepreneurs et de l'autre côté aussi, ultimement, on va être à la recherche de mentorés, donc des entrepreneurs qui ont besoin de se faire accompagner. Vous avez l'adresse au bas de l'écran si vous désirez obtenir de l'information sur le service de mentorat pour entrepreneurs dans le Haut-Richelieu. Donc, à vous deux, merci beaucoup, puis on se souhaite mutuellement tous les trois bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci, Éric. Merci, Lise. Félicitations. Merci Restez tout le monde. avec nous. Au retour, c'est le mot de la fin. On en a parlé il y a quelques instants à peine. Il y a des nouveaux locaux pour Tourisme Richelieu, mais aussi la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Auparavant, ils étaient situés dans l'ancienne gare du CN, au 31 de la rue Frontenac, mais la ville les a délocalisés. Problème de structure, semble-t-il. Donc, ils seront dorénavant, à partir du 24 juin, sur la rue du Quai, exactement au 130 de la rue du Quai. À demain. Bye-bye.